Bonjour Claude. Bonjour Aurélie. Enchantée, ravie de vous rencontrer ici dans les jardins du Palais Royal. C'est vous qui avez choisi ce lieu de rendez-vous. Je sais que vous êtes assez sensible à l'architecture, on en parlera. Pourquoi cet endroit ? J'aime bien ce jardin parce qu'il se découvre, il n'est pas évident depuis la rue de Rivoli, depuis la rue Saint-Honoré. On tombe dessus peut-être par hasard. Et c'est vrai qu'il est, il est très bien agencé. Voilà. Il y a les sculptures de Buren qui sont pas loin. Et tout ça au milieu du ministère de la Culture. Donc je trouve que c'est vraiment un très bel endroit à Paris qui mérite vraiment d'être connu, découvert pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Et en plus ce matin c'est très calme et il fait pas encore soleil, mais en tout cas ça va, pas de pluie. On va s'installer puis on va pouvoir démarrer. Avec plaisir Aurélie. Bonjour et bienvenue dans Ma Petite Voix m'a dit, un podcast inédit proposé par Valtus. Ce podcast donne la parole à des dirigeants d'entreprise et des dirigeants de transition, tous guidés au quotidien par leur intuition, leurs valeurs et leurs convictions les plus intimes. Au-delà de leur choix de carrière, ils ont en commun leur quête de sens, leur engagement dans la réussite collective et de mettre l'humain au cœur de leurs préoccupations. Aurélie Blonde et Frédéric Boursicot vous emmènent à la rencontre de ces passionnés qui ont accepté de se livrer avec authenticité. Aujourd'hui, Aurélie rencontre Claude Knapik, le président du directoire de Baltigère. Un homme engagé qui œuvre pour l'inclusion et le bien vivre ensemble. Voilà Claude, nous allons pouvoir commencer à parler de vous, de votre parcours, de votre carrière, de ce qui vous a conduit à Baltigère. On va peut-être parler d'abord un peu de Baltigère, acteur majeur du logement social. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus un peu sur sa mission, sa raison d'être, peut-être la philosophie aussi de Baltigère ? Oui, alors Baltigère est un bailleur social. C'est un bailleur effectivement à l'échelon national qui compte à peu près 92 000 logements, 1500 collaborateurs, qui intervient sur le Grand Est, l'Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et PACA. C'est un groupe qui est pas si vieux, qui a une quarantaine d'années, qui est né de la sidérurgie lorraine, donc on est vraiment issu de l'industrie du territoire du Grand Est et qui s'est petit à petit déployé sur d'autres territoires pour répondre aux besoins du logement, notamment des publics les plus fragiles. Et ce groupe a vraiment des valeurs très fortes, des valeurs humaines, ancrées sur les territoires également. Donc on est là pour accompagner les publics les plus fragiles, à tel point qu'on a souhaité le faire figurer dans nos statuts, dans notre raison d'être, et faire de Baltigère le leader de l'habitat citoyen. Donc c'est à la fois de proposer évidemment un toit à chacun, et notamment une nouvelle fois pour les plus fragiles, mais également de proposer un peu plus, faire en sorte que les locataires qui vont vivre dans nos logements vont se sentir partie prenante de la société, seront des citoyens à part entière et pas relégués dans une barre HLM, comme on a encore un peu l'image qui traîne, et on essaye de casser cette image, faire en sorte qu'un locataire HLM est un citoyen comme un autre et qui a toute sa place dans la société. Il y a une dimension gestion du parcours de vie presque ? Oui, on le souhaite. Alors c'est toujours assez compliqué parce qu'évidemment il y a des accidents de la vie qui viennent perturber ces parcours. Le schéma idéal, c'est évidemment de rentrer dans le logement social et puis petit à petit, avec sa progression, en sortir, d'accéder à la propriété. En tous les cas, nous, on le propose. On commence par des résidences étudiants. On peut ensuite avoir un logement social, puis peut-être un logement dit intermédiaire pour les classes moyennes, et puis enfin d'accéder à la propriété. Évidemment, c'est très vertueux. C'est malheureusement pas toujours aussi fluide que ça. Mais en tout cas, on a le panel le plus large possible des produits immobiliers qu'on peut proposer à nos locataires. C'est une entreprise privée qui fonctionne avec des aides publiques. Il y a une structure un peu particulière de Baltigère ? Oui, le monde HLM, il y a deux grandes familles, si vous voulez. Il y a le monde à la fois des ESH, des entreprises sociales pour l'habitat, donc c'est la sphère privée, qui sont effectivement détenues sous différentes formes capitalistiques. Et puis le monde public qui dépend principalement des collectivités locales, ce sont les offices publics de l'habitat. Donc Baltigère est une entreprise sociale de l'habitat, donc la sphère privée, mais nous construisons évidemment les logements sociaux avec des aides de l'État, avec des prêts aidés de la Caisse des dépôts et consignations, des subventions également des collectivités. Donc c'est un modèle un petit peu particulier où à la fois on est dans une sphère privée tout en bénéficiant d'un cortège de subventions et de financements publics
Pourquoi ? Parce que le logement social, évidemment, est très réglementé et les loyers que nous pratiquons sont ceux que l'État nous impose. Donc, ce sont des loyers bas, même à Paris. On construit du logement social avec des niveaux de loyer très bas. Pour vous donner un ordre d'idée, ça peut être 6 ou 7 euros du mètre carré, là où le privé va être entre 20 et 25 euros, ce qui permet à des classes évidemment modestes de pouvoir accéder à un logement social et un logement à Paris. Alors un chiffre m'a interpellée en préparant cet entretien, 70% des Français sont éligibles au logement social. On ne le sait pas, on le sait peu. Alors, finalement, le logement social, c'est un peu pour tout le monde. Alors c'est un peu pour tout le monde, on n'en a évidemment pas assez, on le sait, on le lit. Les communes ne jouent pas le jeu encore ? Les communes ne jouent pas le jeu, ne le jouent pas partout. Alors c'est vrai que la France a aussi une culture de propriété. Les Français veulent être propriétaires et c'est tout à fait noble d'avoir sa petite maison, son appartement. Néanmoins, effectivement, le logement social permettrait, enfin en tout cas, est éligible à 70% de la population française. Donc c'est vous, c'est moi, c'est un peu tout le monde qui pourrait y accéder, mais évidemment avec des critères d'attribution qui sont très réglementés et très vérifiés par l'État. Quels critères chez Batigère pour l'attribution ? Alors les critères, c'est des critères de ressources. Le logement social doit d'une part correspondre à la composition du ménage, c'est-à-dire que si vous êtes seul, vous n'aurez pas un 5 pièces pour logement, vous aurez un 2 pièces. En fonction de vos ressources également, si vous avez des ressources trop élevées, vous ne pourrez pas prétendre à un logement social, ce qui fait que tous les ans, on interroge nos locataires sur leurs ressources pour s'assurer que leurs revenus sont toujours en adéquation avec les conditions d'accès au logement social. Alors on va revenir un peu à vous, à votre parcours. Qu'est-ce qui vous a conduit à travailler dans ce secteur du logement social ? Quelle est votre formation initiale ? Alors j'ai une formation d'architecte. J'ai d'ailleurs commencé comme architecte dans un cabinet, métier qui me passionne et l'architecture me passionne toujours autant aujourd'hui. Et puis c'est vrai que j'étais peut-être un peu frustré d'intervenir à un moment de la construction d'un immeuble et puis après de le perdre un peu. Et je me suis intéressé au monde des bailleurs qui également construisent des immeubles et puis après les gardent dans la durée, puisque construire un immeuble, évidemment, c'est pour de nombreuses décennies. Et donc, c'était d'avoir un peu le cycle long de la vie de ces projets immobiliers. Et c'est vrai que le bailleur le proposait. Et puis, bailleur, j'aurais pu aller vers la sphère privée, des grands institutionnels qui peuvent avoir aussi un parc privé de locatif. Mais évidemment, ce qui m'intéressait, c'était de m'occuper des populations qui n'ont pas accès à ces logements, de faire en sorte que la société soit un peu plus juste, plus inclusive, plus d'égalité des chances. Et c'est là que j'ai décidé de m'orienter vers le monde HLM. Et Batigère a été une belle opportunité pour moi. Et c'est vrai que c'est une grande maison qui permettait beaucoup de parcours. Et donc, j'y suis arrivé comme monteur d'opérations, responsable de programme. Donc, je développais des opérations en travaillant avec des architectes. Ça fait 15 ans maintenant que vous êtes chez Batigère, vous avez gravi les échelons vite, vous en êtes le président aujourd'hui. C'est vraiment cet engagement sociétal fort que vous recherchez en rejoignant Batigère ? Oui, alors c'est vrai que ça s'est allé assez vite, je suis d'accord avec vous, parce que je me revois encore arriver il y a 15 ans pour monter mes petites opérations immobilières en Île-de-France. En tout cas, cet engagement sociétal, il donne du sens, très clairement. Le matin, quand je me lève, je me dis que mon métier a quand même un petit impact sur la société, fait en sorte d'apporter un peu de mieux vivre à nos concitoyens. Donc c'est vrai que c'est quand même assez enthousiasmant le matin de se lever en se disant j'apporte ma petite pierre à l'édifice, et c'est ce qui a guidé un peu mon parcours au sein de Batigère, et de pouvoir toucher, et ça c'est la richesse d'un groupe comme le nôtre, plein de métiers différents au sein de cette grande maison. Oui, parce qu'il y a des ingénieurs, des architectes, on touche à plein de métiers, oui. On construit des immeubles, donc on est bâtisseur, on va les gérer, on a de l'accompagnement social, donc on va avoir des gens également qui vont être très proches des publics pour les aider s'ils ont des problèmes d'impayés, s'ils ont des problèmes personnels, on va aller les accompagner, on va les aider
dans ce grand maelstrom administratif pour essayer de trouver le bon endroit et quelle porte aller frapper. On a des financiers, on a des gestionnaires. Enfin, voilà, c'est des métiers très riches, il y a plein de choses à faire et c'est ce qu'on essaie d'ailleurs de proposer à l'ensemble de nos collaborateurs, évidemment sous la base du volontariat, mais de toucher un peu à tous les métiers, ce qui permet d'avoir le spectre large d'un bailleur social et de tout ce qu'il peut proposer sur un territoire. En tant que président, quelles sont les valeurs auxquelles vous êtes particulièrement attaché, les valeurs qui vous sont chères ? Alors, je suis très sensible à l'esprit d'équipe. Je ne crois pas qu'on puisse travailler seul dans son bureau et sans pouvoir compter sur les gens qui vous entourent. Et quel que soit le niveau hiérarchique au sein de l'entreprise, on peut avoir des profils dans une équipe qui sont différents de vous, avec qui vous n'avez pas forcément d'affinité, mais qui pourtant sont essentiels dans l'équipe qui compose et qui aide à la construction d'un projet. Et donc, toutes les forces en présence sont importantes dans une entreprise. Et ça, c'est ce qui m'a guidé et ce que j'ai compris de l'entreprise. Donc, l'esprit d'équipe, très important. L'égalité des chances également, faire en sorte qu'on ouvre la porte à des profils parfois un peu atypiques, pas toujours sortis des plus grandes écoles, avec des parcours un peu tracés, parce que là aussi, c'est des richesses. Et qu'on a d'ailleurs essayé de consacrer dans un label, dans 2 labels, le label égalité et diversité, faire en sorte que la diversité soit une vraie richesse pour l'entreprise. On est le seul bailleur aujourd'hui à être labellisé sur ce label diversité. Se dire que voilà, vous êtes un petit peu différent, vous n'êtes pas dans le même circuit universitaire qu'un autre, et bien pour autant vous apporterez quelque chose à l'entreprise. En tous les cas, c'est comme ça qu'on cherche à recruter nos talents demain, quoi. Votre formation d'architecte, elle a un impact sur la façon dont vous concevez votre métier. Est-ce que vous, finalement, vous le voyez plus comme avec votre regard d'architecte que de commercial, entre guillemets ? Alors c'est vrai que j'ai un regard sur l'architecture qui est évidemment passionné. C'est notre cadre de vie. Construire un immeuble, c'est pour de longues années. Il va construire votre environnement. Donc évidemment, je suis très sensible à la manière dont on construit nos immeubles, à la manière dont on conçoit les appartements, les modes de vie, faire en sorte que les appartements soient les plus fluides possibles, les mieux conçus pour que les gens s'y sentent chez eux. Mais j'ai quand même un peu failli parce que en plus d'être architecte, j'ai aussi fait des études de gestion. Donc, j'ai quand même un petit peu complété ma formation initiale pour aussi pouvoir gérer une entreprise. Je ne dis pas que les architectes ne peuvent pas le faire, mais enfin, c'est bien d'avoir un petit bagage supplémentaire. Ils ne sont pas forcément formés pour le faire. Vous faites partie donc de ceux qui œuvrent pour construire la ville de demain. Comment elle sera, cette ville de demain ? Quels sont les enjeux, les priorités ? Alors, il y en a plusieurs, évidemment, mais la priorité aujourd'hui, c'est vraiment les enjeux climatiques, très clairement. Le cadre réglementaire évolue. Cet été va encore évoluer d'ici la fin de l'année, et ça va dans le bon sens. Je pense qu'effectivement, il faut que le bâtiment est un pollueur, comme d'autres industries. Donc il faut qu'on revoie nos modes de construction et faire en sorte que, en construisant de manière plus écologique, plus environnementale, on maîtrise d'autant les charges de nos locataires et qu'on n'ait pas des passoires thermiques, faire en sorte que nos immeubles soient bien isolés et qui se retrouvent ensuite pour nos locataires pour réduire la charge au quotidien de la quittance de loyer. Il y a aussi tous les sujets de l'inclusion. Je pense que le logement social souffre probablement encore d'une image un peu des bars et des tours des années 50-60 qui ont été indispensables à un moment donné dans notre histoire de France. Aujourd'hui, le logement social ne se conçoit plus comme ça. C'est des programmes mixtes. On mélange un peu du privé, un peu du social, un peu du logement intermédiaire, un peu des résidences gérées, c'est-à-dire pour y mettre des publics, des personnes âgées, des jeunes. Enfin voilà, faire en sorte qu'au sein même d'un immeuble, on trouve un peu toutes les franges de la société et donc d'aller vers plus de mixité. Éviter les ghettos qu'on a pu concevoir dans les années 60, faire en sorte que la ville soit diverse, soit multiple. Et ça, c'est aussi un enjeu de demain, de faire en sorte que ce logement social se trouve dans toutes les communes qui doivent aussi respecter donc la réglementation, à savoir les fameux 25% de logements sociaux sur leur territoire, quoi. L'inclusion, la mixité sociale, on vous entend, c'est vraiment des mots qui reviennent beaucoup. C'est vraiment les valeurs que vous portez, auxquelles vous êtes particulièrement attaché ? Oui, j'y suis très attaché parce que je suis très inquiet de
de la stigmatisation, quoi. Je trouve que c'est pas juste. On n'est pas tous, on est nés et nés de la même manière, et donc je crois qu'il faut laisser la chance à chacun et ne pas naître avec le poids d'être né au mauvais endroit, dans un mauvais immeuble. Les talents sont partout et c'est là-dessus qu'on peut miser et que l'avenir de notre société sera construite et sera d'autant plus riche. Et puis quand je vois effectivement le repli, les replis quels qu'ils soient, hein, communautaires, culturels, où chacun reste chez soi, pour moi, ça fait pas sens. C'est pas ça la société à laquelle moi, en tous les cas, j'adhère. Et j'espère j'espère que c'est pas ce à quoi je fais adhérer les collaborateurs de Batigère, en tout cas. Vous véhiculez que finalement, travailler dans le logement social, c'est presque, je dirais, une vocation, une mission d'intérêt général. Il y a vraiment de ça. Alors, en tout cas, on a effectivement une mission d'intérêt général. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut y entrer par hasard. Ça, voilà, en se disant que c'est un métier finalement où on va construire, on va gérer, il y a plein de métiers différents. Par contre, d'y rester, je crois qu'on y reste effectivement un peu par conviction parce que on va y trouver du sens. C'est pas toujours simple effectivement d'aller gérer des logements dans des quartiers sensibles. On a du personnel de proximité qui sont des agences au sein des grands quartiers. Et évidemment, de se dire que moi, j'ai des collaborateurs et des collaboratrices qui travaillent au quotidien, ça nous oblige d'autant à les accompagner, à être en soutien de ces gens-là. Mais ces gens-là, s'ils y restent, c'est aussi parce qu'ils portent ce sens et ces missions-là, et je crois qu'ils en sont fiers. La crise sanitaire que nous vivons a-t-elle engagé de nouvelles réflexions pour votre secteur ? Je pense notamment au développement du télétravail, au développement de l'immobilier en dehors des grandes métropoles. Est-ce que c'est toutes ces questions qui ressurgissent avec cette crise ? Oui, alors évidemment, déjà dans nos pratiques au quotidien, évidemment, un peu comme toutes les entreprises, on a fait un pas de géant dans le télétravail, dans les outils collaboratifs, oui. Les outils nomades. Pour ce qui est des services qu'on propose et du logement, là aussi, il y a quand même des mutations. Les gens, effectivement, nos locataires prétendent à des espaces extérieurs davantage, prétendent peut-être à sortir des grands centres urbains. Alors évidemment, ce qui est compliqué, c'est que le travail y est concentré. Est-ce que le télétravail va permettre néanmoins de pouvoir travailler en province et puis de venir travailler dans les grands centres urbains? Ça, l'avenir nous le dira. Je ne suis pas convaincu que ce soit non plus la révolution dans 2 ans, mais c'est sûr que pas immédiate. Mais les pratiques vont changer, c'est une évidence, et le logement va changer. On va avoir des logements qui vont être effectivement un peu plus ouverts sur l'extérieur. Alors, il y a une réglementation également. Je parlais tout à l'heure de l'aspect environnemental. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens prétendent aussi à avoir leur maison, leur petit bout de jardin. Oui. Et pour autant, il faut qu'on fasse attention à l'artificialisation des sols. Il faut qu'on arrête de construire des lotissements, de badigeonner comme ça la France de grands lotissements et de supprimer des terres agricoles. Donc il faut repenser la ville, probablement la construire sur elle-même, peut-être monter un petit peu en hauteur, peut-être créer des jardins suspendus, exploiter les friches urbaines pour en faire des jardins, enfin rapporter un peu de qualité de vie dans la ville, sans forcément chercher à artificialiser nos sols qui sont précieux et je crois qu'ils font aussi la richesse de nos paysages, quoi. Avec votre regard d'architecte, vous vous inspirez un peu de ce qui se fait ailleurs, à aller voir chez nos voisins européens, ailleurs, dans ce domaine-là ? Oui, on se force effectivement, et puis avec plaisir toujours d'aller voir ce que font nos voisins. C'est vrai que le logement social français, c'est une vraie force de la France. On a un système qui est quand même solide, qui permet effectivement de loger le plus grand nombre, même si les difficultés restent là, on loge quand même beaucoup de monde. Les systèmes européens, anglais, allemands sont plutôt plus privés, sur des montages financiers différents. Mais néanmoins, on va les rencontrer, on regarde ce qu'ils font. Les Allemands notamment ont des quartiers entiers éco-durables, donc effectivement avec des vraies prouesses technologiques sur les questions climatiques. Donc on s'en inspire évidemment, mais je crois qu'ils viennent nous voir aussi pour regarder ce qu'on fait, parce qu'on n'est pas si mauvais que ça en France sur notre production immobilière. Donc voilà, c'est des échanges de bons procédés, et il y a d'ailleurs des fédérations professionnelles qui fédèrent un peu les bailleurs sociaux à l'échelon européen. Je vais vous poser une question traditionnelle qui est assez difficile. 15 années à la tête de Batigère, quelle est la chose ou les choses dont vous êtes le plus fier ?
Effectivement, c'est pas une question. Il y en Je a, peux il y en vous a- laisser quelques temps de il y a- réflexion. il y en a beaucoup. Je crois qu'effectivement, moi, ce dont je suis fier, c'est de voir tous les parcours qu'on a pu construire pour les collaborateurs, de voir des gens qui étaient peut-être de profil financier finalement devenir directeur immobilier, de voir des gestionnaires d'impayés basculer sur la relation client. Ça, c'est toujours une vraie richesse pour un patron d'entreprise que je suis. Je crois aussi tout ce qu'on a pu travailler autour alors c'est des labels, ça. C'est pas tant le label qui m'intéresse, mais ce qu'emportent ces labels au sein de l'entreprise sur l'égalité et la diversité. Voilà, de faire en sorte on essaye de casser les plafonds de verre pour les femmes dans l'entreprise, qu'elles aient les mêmes postes de responsabilité que les hommes dans les mêmes conditions. Et la diversité, de faire en sorte que quand je viens d'un quartier difficile, je peux aussi demain prétendre à la responsabilité d'une agence ou à la direction d'une société. Merci beaucoup Claude, merci pour cet entretien très Je vous en prie inspirant. Aurélie. Très bonne journée, à bientôt. À très bientôt Aurélie. Au revoir. Au revoir. Ce podcast vous a été proposé par Valtus, leader européen du management de transition. Retrouvez-le sur toutes les plateformes et sur le site valtus.fr.